Bonjour à tous. Je tiens également à remercier, merci beaucoup les organisateurs de cette conférence. Je suis extrêmement heureux d'être là aujourd'hui face à La Fontaine et Racine. Je crois que c'est la première fois que je présente mes travaux face à ces personnages. Et voilà, aujourd'hui je vous parlerai des réalisations synthétiques de la matière topologique en manipulant soit des gaz quantiques, soit de la lumière. Et avant de parler de ce système synthétique, je voudrais revenir sur quelques notions de la physique du solide, puisqu'après tout, la matière topologique s'appuie sur la physique des matériaux. Donc en voici un matériau topologique. Il s'agit ici d'un isolant topologique à 3 dimensions. Et comme tout système physique à l'état solide, il est composé d'atomes arrangés de façon périodique dans l'espace. Et finalement, comme Julia l'a rappelé, on n'est pas spécialement intéressé par ces atomes, mais plutôt par les électrons que ces atomes se partagent. Donc on va s'intéresser aux gaz d'électrons, si vous voulez, qui circulent dans ce matériau, et aux propriétés de conduction, donc de conductivité, si vous voulez, associées à ce gaz. Et donc c'est vraiment les états des électrons qui seront associés à des propriétés topologiques, comme décrit précédemment par Benoît et Julia. Alors, la conductivité est une observable physique, mais pour la relier au concept de topologie, qui est une notion mathématique, il faut passer par une description théorique, et donc par de la modélisation. Et donc, dans le cas de la physique du solide, on fait de la physique quantique, c'est-à-dire qu'on résout essentiellement l'équation de Schrödinger, qui permet d'établir le spectre d'énergie, c'est-à-dire la structure de bande du solide, et les états électroniques dénotés psi. Et donc l'objet fondamental ici, qui est un objet mathématique, si vous voulez, dans cette équation de Schrödinger, est l'opérateur hamiltonien qui décrit les caractéristiques essentielles, si vous voulez, de ce matériau. Et on espère pouvoir écrire un opérateur hamiltonien le plus simple possible pour pouvoir faire des calculs concrets et bien comprendre quelles sont les propriétés topologiques dans ces systèmes. Donc je n'ai pas écrit une formule mathématique, j'ai représenté cet opérateur hamiltonien sous une forme un peu schématique. Donc cet hamiltonien décrit les électrons dans un matériau, donc il faut que cet hamiltonien décrive d'une certaine façon le réseau dans lequel ces électrons vont se promener. Il y aura également évidemment une information sur comment les électrons se promènent sur ce réseau, donc comment est-ce qu'un électron saute d'un site à l'autre sur le réseau. Il faudra également inclure une information concernant l'interaction entre ces électrons. Et à ce stade, cet hamiltonien est assez générique. En fait, il décrit plus ou moins n'importe quel matériau, si vous voulez. Et donc, il faudra ensuite ajouter à la description des effets ou des couplages additionnels qui rendent le système topologique. Alors, ces couplages ou ces effets additionnels sont de deux types. Il y a des couplages à des champs externes, par exemple dans le cas de l'effet Hall quantique, on regarde le couplage d'électrons à un champ magnétique externe qui va générer les phases d'effet Hall quantique. Mais il existe également des couplages qui sont intrinsèques. Julia l'a mentionné également dans son exposé. On parle notamment de couplage spin-orbite qui couple le spin de l'électron avec essentiellement sa quantité de mouvement. Et ce couplage spin-orbite est essentiel pour la création, si vous voulez, d'isolants topologiques. Donc on comprend bien que cet objet mathématique, l'hamiltonien, est vraiment central ici dans la description de ces matériaux. Et avant de parler de systèmes synthétiques, je voudrais revenir sur une question assez conceptuelle et assez générale. Pour un hamiltonien donné, donc pour un certain réseau, une certaine géométrie, pour certains types de couplage, quels sont les états topologiques qui sont attendus ? D'accord ? Vous me donnez un hamiltonien, quels sont les effets topologiques que je m'attends à trouver dans ce système, et en particulier, quels sont les invariants topologiques que je dois regarder ou calculer pour caractériser la topologie dans ce système. Donc c'est une question mathématique, conceptuelle, qui a été résolue par toute une série de personnes ici, et la réponse à cette question, il faut regarder les symétries qui sont présentes ou absentes dans le système. Donc on a déjà vu ce tableau appelé tableau périodique des phases topologiques dans un exposé précédent. Et donc je vais vous guider un petit peu. Donc l'idée, c'est que les phases topologiques peuvent se classer selon 10 classes différentes. Il n'y en a pas plus ni moins. Et ces classes sont établies selon certaines symétries qui sont présentes. Elles sont de 3 types. La première colonne ici correspond à la symétrie par renversement du temps. La seconde colonne correspond à la symétrie particule-trou qui était mentionnée dans l'exposé de Julia. Puis la troisième symétrie est appelée symétrie chirale, que je ne dois pas spécialement décrire dans cet exposé. Et donc, un système donné va se trouver dans une de ces classes selon qu'elle respecte certaines de ces symétries. Donc, vous voyez qu'un 0 signifie que la symétrie n'est pas présente, un 1 ou un moins 1 signifie que la symétrie est présente. Donc, selon que ces symétries soient présentes et selon le nombre de dimensions spatiales dans le système, on va ici de 1 jusqu'à 8, le système va se retrouver classé dans la classe A ou A3, etc.
Donc, regardons la première rangée, qui sera la rangée la plus importante dans mon exposé, qui est celle de la classe A, qui est celle sans aucune symétrie. D'accord ? Vous observez qu'il y a 3 zéros ici, ce qui signifie qu'aucune des 3 symétries est respectée dans le système. On dira que l'hamiltonien ne doit pas respecter de contraintes. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'à une dimension, il y a un petit zéro qui indique qu'il n'y a pas d'état topologique. D'accord ? Donc, vous me donnez un hamiltonien sans contrainte. À une dimension, je ne m'attends pas à trouver des phases topologiques dans ce système. Il faut passer à 2 dimensions. Et en effet, à 2 dimensions, vous voyez qu'il y a un petit z qui indique ici qu'on va trouver des états potentiellement topologiques qui seront caractérisés par un invariant topologique qui peut prendre des valeurs entières. Et donc j'ai en fait encadré cette petite boîte ici, je l'ai indiqué en rouge là. En fait, cette classe correspond à l'effet Hall quantique qui, comme Benoît l'a expliqué, est effectivement observé dans des systèmes bidimensionnels d'électrons, caractérisés par un invariant topologique qui est le nombre de Chern, qui prend bien des valeurs entières. Et donc on parle généralement de la classe des isolants de Chern pour parler de cette classe A. Alors j'ai ici entouré 2 autres exemples assez caractéristiques. Donc ici il y a la classe D qui respecte la symétrie particule-trou et qui correspond au supraconducteur topologique à 1 et 2 dimensions, discuté par Julia dans son exposé. Et puis on retrouve ici plus loin dans la classe A2, dans un système qui satisfait la symétrie par renversement du temps, les isolants topologiques à 2 et 3 dimensions mentionnés par Benoît dans son exposé. Voilà. Donc, passons maintenant aux réalisations synthétiques. Donc, on a compris que l'hamiltonien était vraiment cet objet central pour décrire la topologie dans le système. Et donc, étant donné un certain type d'hamiltonien, on peut se demander si plutôt que de travailler avec des électrons dans des solides, on ne pourrait pas reproduire en quelque sorte cet hamiltonien en manipulant d'autres types de particules. Et donc cette démarche, c'est la démarche que l'on appelle la simulation quantique, cette idée qu'on va construire un système quantique au laboratoire, de façon très contrôlable, pour reproduire en quelque sorte la physique des électrons dans les solides. Donc, en un mot, ici, on va s'intéresser à la simulation quantique à base de gaz atomique ultra-froid, ce qui signifie qu'on va essentiellement remplacer les électrons dans cette description simple ici par des atomes neutres, représentés par la petite bille grise ici. Alors, lorsqu'on regarde cet hamiltonien, bien, on voit que pour reproduire la physique des électrons dans les matériaux, il va falloir reproduire un réseau pour ces atomes neutres, et ceci peut être réalisé en manipulant ces atomes par des lasers. On parle dans ce cas de réseaux optiques, donc ce sont des réseaux créés par des lasers, et l'idée c'est que ces lasers, lorsqu'ils agissent sur ces atomes, bien, ils vont créer un paysage représenté ici, que ces atomes vont ressentir. Donc en gros, les petits atomes neutres vont se promener dans ce paysage. Les endroits montrés en rouge ici correspondent à des collines, donc à des maxima de ce potentiel, et le petit point blanc ici représente les minima. Donc les atomes sauteront essentiellement d'un point blanc à un autre. Et comme vous le voyez ici, cette configuration à 3 lasers produit un paysage qui correspond à un réseau en nid d'abeilles. D'accord ? Alors, pour revenir à notre hamiltonien ici, il faut décrire comment les particules sautent d'un site à l'autre. Eh bien, les atomes sautent en effet naturellement d'un site à l'autre de ce réseau optique. Et il faut également faire intervenir les interactions entre ces atomes. Et ces interactions, elles sont là naturellement également dans ces réseaux optiques. Lorsque 2 atomes tombent dans le même site, eh bien, ils vont typiquement interagir relativement fortement. Donc, de nouveau à ce stade, cette configuration est assez générique. J'ai décrit les 3 premiers éléments, si vous voulez, de cet hamiltonien. Alors, qu'en est-il de ces effets et couplages additionnels qui rendent la matière topologique ? Eh bien, ça va être le but de mon exposé de vous montrer comment ces effets additionnels peuvent être réalisés dans ces systèmes synthétiques. Alors, je vais me baser sur ce qu'on a appris en regardant le tableau périodique il y a quelques instants, pour vous montrer comment réaliser notamment des isolants de Chern, c'est-à-dire des phases topologiques appartenant à la classe A, dans les systèmes synthétiques. Alors, ce qu'on a appris, c'est que la classe A correspond au système sans contrainte, c'est-à-dire sans symétrie. Donc, en particulier, cela signifie que ces systèmes brisent la symétrie par renversement du temps. Alors, la notion de symétrie est parfois un petit peu abstraite en mécanique quantique, mais de façon schématique, on peut dire qu'on brise la symétrie par renversement du temps s'il y a une certaine orientation qui est privilégiée. On parle parfois de chiralité dans le système. D'accord ? S'il y a une certaine orientation privilégiée, l'évolution temporelle du système sera différente que si je regarde, disons, le film à l'envers, c'est-à-dire l'évolution temporelle du système en remplaçant le temps par moins le temps. D'accord ? Bon, c'est un petit peu abstrait, mais donc je vais illustrer ceci en me basant sur quelques exemples de la physique du solide, et puis ensuite on parlera des systèmes artificiels. Donc, le premier exemple qui est le plus naturel est celui de l'effet Hall quantique.
Dans l'effet Hall quantique, nous avons des électrons à 2 dimensions qui sont soumis à un champ magnétique. Un champ magnétique génère des trajectoires qu'on appelle des orbites cyclotrons, c'est-à-dire que les électrons vont tourner, si vous voulez, dans un sens qui est établi par l'orientation du champ magnétique. Et ce sens privilégié va en effet placer ces états de la matière, si vous voulez, dans la classe A. Dit autrement, les états de la matière qu'on va générer en plongeant les électrons dans un champ magnétique seront caractérisés par des nombres de Chern. Alors un autre exemple est celui déjà mentionné par Benoît dans son exposé, c'est le modèle de Haldane, qui, comme Benoît l'a expliqué, est en quelque sorte un modèle qui a démontré que l'effet Hall quantique était possible en l'absence de champ magnétique. Mais par contre, ce que Haldane montre dans son travail, c'est qu'il faut en effet briser la symétrie par renversement du temps pour générer des phases topologiques. Et donc dans son modèle, ce qu'il fait, c'est qu'il introduit ce modèle en nid d'abeille ici, où des électrons peuvent sauter d'un site à l'autre, disons d'un site rouge à un site bleu, mais également d'un site rouge à un site rouge. On parle de sauts second voisins. Et ces sauts second voisins sont associés à une certaine phase. La fonction d'onde, si vous voulez, va attraper une phase complexe. Et vous voyez que si on tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre, cette phase sera positive. Et, ce n'est pas indiqué ici, mais je vous le dis, si les électrons circulent dans le sens opposé, cette phase sera négative. Donc ce modèle un petit peu abstrait impose, si vous voulez, à nouveau une certaine orientation privilégiée. Et comme Haldane l'a montré, ceci génère des bandes topologiques, c'est-à-dire des bandes pour lesquelles les nombres de Chern sont différents de 0. Alors une dernière approche qui est intéressante, tiens c'est dommage, la slide est coupée, mais la dernière approche consiste à prendre un matériau qui n'est pas topologique au départ et de l'irradier par de la lumière qui est polarisée de façon circulaire, donc comme représenté ici. Et ce qui est très joli comme résultat, c'est de voir qu'en fait ce système hybride, si vous voulez, peut être décrit d'une façon effective via un Hamiltonien qui est celui de Haldane. Donc en quelque sorte, l'Hamiltonien qui décrit les électrons dans ce système irradié est en fait exactement l'Hamiltonien du modèle de Haldane. Alors ceci a été prédit par Oka et Aoki il y a une dizaine d'années. Et alors si ma slide n'avait pas été coupée, vous auriez vu qu'en fait il y a une expérience qui a été réalisée cette année dans le groupe de Cavalieri à Hambourg où ce système a exactement été réalisé. D'accord, donc on a compris ce concept qu'il faut en quelque sorte créer une orientation privilégiée dans le système pour induire des phases topologiques de type effet Hall quantique. Et donc, dans les gaz quantiques, la façon la plus simple, si vous voulez, d'induire une certaine orientation privilégiée, c'est de prendre le gaz et puis de le mettre en rotation autour d'un axe. Et ce qu'on peut montrer assez facilement, c'est qu'en fait, le vecteur vitesse angulaire, si vous voulez, dans ces systèmes, est en fait équivalent en quelque sorte à un champ magnétique artificiel qui va agir sur les atomes de la même façon qu'un champ magnétique agit sur les électrons. Donc ce que j'ai écrit schématiquement ici, c'est que l'hamiltonien qui va décrire ces atomes en rotation est en quelque sorte équivalent à l'hamiltonien qui décrit l'effet Hall dans les systèmes de physique du solide. Et donc, de telles expériences ont été réalisées ici à Paris dans le groupe de Jean Dalibard, mais également dans le groupe de Wolfgang Ketterle et de Cornell. Alors une autre approche qui est beaucoup exploitée aujourd'hui, à nouveau c'est dommage, les références ont sauté, l'idée c'est de reprendre cette notion de réseau optique, donc ce réseau créé par des lasers, et plutôt que de maintenir ce réseau statique, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va le secouer d'une façon circulaire. D'accord ? Donc ça revient en gros à moduler ces lasers d'une certaine façon pour créer cette modulation spatio-temporelle, si vous voulez, du réseau. Et à nouveau, un résultat assez joli, c'est que l'hamiltonien qui va décrire les atomes dans ce système sera en fait strictement équivalent en fait, au modèle de Haldane, à nouveau ce modèle qui a été introduit par Haldane dans les années 80. Oui ? Je vais essayer. Oui, sinon c'est pas très grave. Bon, pendant que ça s'affiche, je peux déjà annoncer... c'est pire. Non, c'est la même chose. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc, voici une façon simple pour réaliser des bandes topologiques pour des atomes. Vous les confinez par de la lumière, vous les placez dans un réseau optique, vous modulez ce réseau optique d'une façon mécanique, si vous voulez, et ceci va générer des bandes topologiques pour vos atomes. Et donc de telles expériences, malheureusement les références ont sauté, de telles expériences ont été réalisées, notamment à Munich dans le groupe d'Immanuel Bloch, à Hambourg dans le groupe de Klaus Engstock et à Zurich dans le groupe de Tilman Esslinger. Alors, je vous ai montré qu'on pouvait créer des bandes topologiques pour les atomes froids, notamment en jouant avec ces réseaux modulés. J'aimerais maintenant parler
des propriétés qu'on peut observer dans ces systèmes particuliers. Donc, comment sonder la matière topologique artificielle? Alors, je vous rappelle qu'en physique du solide, eh bien, les observables sont typiquement liés à ce qu'on appelle des expériences de transport, donc des expériences où on fait passer un courant dans un système et on mesure ce courant et des différences de potentiel. Par exemple, c'est de cette façon que l'on extrait la résistance de Hall, qui est directement liée au plateau que Benoît a montré dans son exposé, qui sont à leur tour directement liés au nombre de Chern. Donc il y a cette notion de transport et de mesure de la conductivité en physique du solide. Il y a également la spectroscopie qui permet de déterminer de façon directe la relation de dispersion de certains états intéressants, par exemple ici des états de bord dans un isolant topologique à 3 dimensions. Donc ceci sont des méthodes bien établies en physique du solide. Regardons ce qu'il est possible de faire du côté des atomes froids. Alors, il y a des expériences de type transport qu'on peut faire, mais mesurer les courants est quelque chose de relativement complexe dans ces systèmes, et donc il faut être ingénieux, en quelque sorte, il faut trouver une méthode différente pour relier, si vous voulez, quelque chose d'observable à la topologie sous-jacente. Donc ici, je vous décris une expérience qui a été réalisée à Munich dans le groupe d'Immanuel Bloch. L'idée est de placer des atomes ultra-froids dans une de ces bandes topologiques, donc une de ces bandes réalisées en modulant le réseau optique dans le système. Et l'idée, c'est ensuite d'appliquer une force. Alors cette force est essentiellement une force créée par de la lumière, donc on parle d'une force optique, qui va pousser le nuage, donc ceci représente le gaz ultra-froid, va pousser le nuage dans une certaine direction. Et en fait, comme la bande est topologique, il va se passer quelque chose d'analogue à l'effet Hall, c'est-à-dire que le nuage, plutôt que d'avancer dans la direction de la force, en fait, il va avancer de façon perpendiculaire. Et ce qu'on peut montrer de façon assez simple, c'est que la vitesse du centre de masse de ce gaz, dans la direction perpendiculaire à la force, est en fait directement proportionnelle au nombre de Chern de la bande dans laquelle on a placé les atomes. Et donc voici une image expérimentale qui en fait vous montre que sous l'effet d'une force appliquée selon la direction verticale, eh bien le nuage ici se déplace en gros de la droite vers la gauche. D'accord ? Et les petits points correspondent aux petits atomes que l'on peut voir dans l'expérience. Et donc en mesurant ce déplacement au cours du temps, on peut en extraire la vitesse du centre de masse et on peut ainsi en déduire une valeur expérimentale pour le nombre de Chern qui a été réalisé dans l'expérience. Donc ici, j'insiste vraiment sur ce point. Ici, on ne mesure pas des courants comme en physique du solide. On regarde vraiment l'évolution temporelle de chaque atome, si vous voulez, dans le nuage ultra froid au cours du temps, ce qui est quelque chose d'assez particulier à cette physique des gaz ultra froids. Alors, une autre méthode qui sera difficile à décrire parce qu'il manque quelques informations est basée sur un phénomène appelé le dichroïsme circulaire. Je vais essayer de vous montrer ça avec mes mains, du coup. Donc, l'idée, c'est que vous prenez un système, puis vous le secouez de façon circulaire, d'accord, dans un certain sens, et vous allez étudier comment ce système s'échauffe, d'accord. Vous allez regarder le taux d'excitation de votre système. Et vous allez vous poser la question suivante, est-ce que le taux d'excitation va dépendre de l'orientation dans laquelle je secoue mon système, d'accord. Est-ce que mon système va avoir tendance à plus s'échauffer, si vous voulez, si je le tourne dans un sens ou dans l'autre, d'accord. Si c'est le cas, si ces taux d'excitation diffèrent, s'ils dépendent de l'orientation de la perturbation, on parle de dichroïsme circulaire. Eh bien, dans le cadre de la physique topologique, ce qu'on peut montrer, c'est que si on place des atomes dans une bande topologique, donc associée à un nombre de Chern non nul, eh bien, cette différence entre les taux d'excitation gamma plus et gamma moins, associés aux deux orientations possibles de la perturbation, eh bien, cette différence, ce dichroïsme circulaire, est lié au nombre de Chern de la bande dans laquelle on a placé les atomes. Donc, en quelque sorte, c'est une propriété dissipative de votre système qui est quantifiée selon la topologie. Donc, c'est quelque chose qu'on a proposé il y a quelques années et qui a été réalisé à Hambourg dans le groupe de Klaus Sengstock cette année. Donc, voici deux expériences qui sont vraiment typiques des gaz ultra-froids et qui n'ont jamais été réalisées en physique du solide. Alors, on va quitter le monde des gaz ultra-froids et on va maintenant remplacer la matière par de la lumière et entrer dans le monde de la photonique topologique. Alors, pour comprendre comment une structure de bande topologique peut exister dans le cadre de la photonique, eh bien, il est important que je vous explique comment réaliser une structure de bande pour la lumière. Donc, pour comprendre cela, eh bien, il faut regarder ces systèmes qu'on appelle des cristaux photoniques. Donc, ce sont des métamatériaux, des systèmes artificiels, si vous voulez, comme représenté ici sur cette image, qui consistent en un arrangement périodique de petits éléments qui vont en fait diffracter la lumière de telle sorte à sélectionner certains modes de propagation.
D'accord ? Donc certains modes seront permis, d'autres modes ne seront pas permis dans ce métamatériau. Et donc ceci est représenté à droite ici dans ce spectre qui montre les fréquences associées au mode permis en fonction du vecteur d'onde de la lumière. Et ce que vous voyez, eh bien, vous voyez qu'il y a des gaps, des zones interdites, c'est-à-dire qu'en effet, ce cristal photonique représenté ici va empêcher certains modes d'exister dans certaines gammes de fréquences. Alors, l'analogie avec la physique des électrons dans les solides est d'autant plus évidente si on réalise que les équations de Maxwell, qui sont les équations classiques de l'électromagnétisme, qui décrit la propagation de la lumière dans ces métamatériaux, donc lorsqu'on réalise que ces équations de Maxwell peuvent s'écrire sous la forme d'un problème aux valeurs propres, très similaire à l'équation de Schrödinger, où ici l'opérateur θ est un opérateur hermitien, et aussi E est un état qui décrit l'état de la lumière, si vous voulez, dans le système. Et les valeurs propres associées à cette équation, justement, correspondent aux fréquences de modes permis dans le système. Donc il y a vraiment une correspondance, si vous voulez, avec les systèmes électroniques à ce niveau-là. Donc il existe de telles structures de bandes pour la lumière, c'est quelque chose de bien établi. La question est donc de savoir comment créer des bandes de Chern, c'est-à-dire comment rendre ces bandes représentées ici topologiques. Et à nouveau, il faut s'adresser à Haldane, qui a eu l'idée géniale, ici en collaboration avec Ragout. Donc c'est une idée décrite dans un papier qui a mis 3 ans à être publié. Et à nouveau, l'idée, c'est toujours la même. Eh bien, il faut briser la symétrie par renversement du temps dans le système. Et en optique, eh bien, on sait comment faire cela. Il faut en fait utiliser des matériaux qu'on appelle magnéto-optiques, c'est-à-dire des éléments optiques qui ont la caractéristique d'être non réciproques, c'est-à-dire que la lumière qui se propage dans ces matériaux, comme représenté ici, eh bien, va se comporter différemment selon que la lumière entre à gauche ou à droite. D'accord ? C'est un effet qui est basé essentiellement sur l'effet Faraday. Donc, on a en fait tous les éléments qu'il nous faut, les cristaux photoniques pour créer des structures de bandes et ces éléments, ces ingrédients de base, si vous voulez, les matériaux magnéto-optiques pour briser la symétrie par renversement du temps. Alors quand on met tout ensemble, c'est ce qui a été réalisé dans une expérience au MIT il y a environ 10 ans, eh bien voici ce qui se passe. Donc je vous ai représenté ici cet arrangement périodique de petits matériaux magnéto-optiques. En fait, en absence de champ magnétique, c'est-à-dire lorsqu'on supprime l'effet magnéto-optique, eh bien ce système est décrit par la structure de bande représentée en haut à droite. Et lorsqu'on active le champ magnétique, c'est-à-dire lorsqu'on active les effets magnéto-optiques, eh bien ce que vous voyez, c'est qu'il va y avoir une ouverture de gap, d'accord, ici, je le représente ici au milieu de la structure de bande en bas. Et lorsque cette ouverture de gap va se faire, eh bien on peut s'apercevoir que les nombres de Chern associés à ces bandes vont devenir non nuls. D'accord ? Donc l'idée est très simple, il suffit de mettre des éléments magnéto-optiques dans un arrangement périodique pour générer des bandes de Chern pour la lumière. Alors c'est très intéressant d'un point de vue conceptuel, mais c'est aussi très intéressant d'un point de vue technologique. Et pour s'en rendre compte, eh bien, il faut utiliser cette correspondance volume-Bohr que Benoît a expliqué dans son exposé. Donc nous savons que lorsqu'un nombre de Chern est non nul, il y a nécessairement des états de Bohr sur le système. Donc ici en photonique, on parlera de modes de Bohr, si vous voulez. Ce sont des modes qui circulent le long du système et qui sont protégés par la topologie. Donc si je mets ici un petit défaut, comme représenté ici en bas, eh bien la lumière va se propager autour de ce défaut sans aucune réflexion. Et donc pourquoi est-ce que c'est intéressant d'un point de vue technologique ? Eh bien parce qu'il y a toute une série d'appareils optiques qui utilisent justement ces effets de non-réciprocité et qui souffrent généralement de réflexions parasites ou de pertes. Et il a été démontré, ou en tout cas suggéré, partiellement démontré, qu'en utilisant ces états de Bohr topologiques, eh bien, on pouvait améliorer ce type d'éléments. Je pense notamment à des isolateurs optiques, par exemple, qui permettent à la lumière de se propager dans une direction et pas dans l'autre. Il y a également une idée qui a émergé récemment, qui est celle de réaliser des lasers à partir de modes topologiques, donc créer des lasers plus performants, plus stables. Et des premières réalisations ont été présentées il y a 1 an ou 2. Alors, je m'arrête ici avec la photonique. Je voudrais juste revenir sur ce tableau périodique qui est très très vaste. En fait, ici, je n'ai exploré que des phases de la matière, si vous voulez, qui appartiennent à cette classe A. Et en fait, je me suis concentré sur des systèmes à 2 dimensions. Donc, tous les exemples discutés ici dans cet exposé correspondent à la petite boîte rouge ici. Il y a évidemment beaucoup d'autres phases de la matière qui peuvent être étudiées avec la lumière ou avec des gaz ultra-froids. Et donc, je me réfère ici à ces articles de revue qui discutent de tous ces exemples. Il y a peut-être une chose que j'ai envie de mettre en évidence ici, qui est le fait que
la matière synthétique permet en fait de générer des dimensions synthétiques. Donc, vous étiez peut-être surpris de voir que ce tableau périodique présente des phases topologiques potentielles pour des dimensions spatiales qui vont bien au-delà de 3. D'accord ? Il y a ici une rangée qui correspond à 4 dimensions spatiales, 5 dimensions spatiales, etc., etc. Et donc, il est intéressant de se demander, tiens, est-ce qu'on peut exploiter la matière synthétique en vue de générer ces dimensions synthétiques et ainsi observer les pôles quantiques à 4 dimensions, par exemple, qui avaient été proposés par Zhang et Hu en 2001. Eh bien, donc la réponse est positive. Oui, il est possible de générer de telles dimensions synthétiques. L'idée est décrite ici de façon assez schématique. Prenez un atome, d'accord ? Et à ce stade-ci, je ne m'intéresse pas au mouvement de cet atome. Je regarde simplement le fait que cet atome peut être préparé dans différents états internes. Ici, le premier état, 1, deuxième état interne, 2, troisième état interne, 3. Et en agissant sur cet atome avec des lasers, je peux en fait engendrer ou générer des transitions entre ces différents états. D'accord ? C'est quelque chose qu'on fait de façon très simple en physique des atomes froids. Et l'idée maintenant, c'est d'interpréter ces transitions d'un état interne à un autre comme étant un saut, si vous voulez, un saut virtuel d'un site rouge à un site vert, d'un site vert à un site bleu. Donc je peux associer ces transitions d'état interne atomique, si vous voulez, comme un certain mouvement fictif le long d'une dimension synthétique. Et donc, lorsque j'ajoute ce concept au fait que l'atome peut lui-même se déplacer dans 3 dimensions spatiales, eh bien, je me retrouve avec un système qui est virtuellement un système à 4 dimensions. D'accord ? Et donc, ensuite, on peut ajouter des dimensions synthétiques si on veut passer à 5, 6, 7 dimensions, etc. Donc, ceci a été proposé, en effet, pour mesurer les pôles quantiques à 4 dimensions, mais également dans le concept de la photonique pour créer des isolateurs optiques basés sur la topologie. Alors, je ne rentrerai pas dans ces détails, je voudrais juste mentionner que de telles dimensions synthétiques ont été réalisées, notamment dans les gaz quantiques. Alors, non pas pour réaliser des phases à 4 dimensions, mais pour réaliser des phases à 2 dimensions en utilisant une direction réelle. Donc, imaginez des atomes qui sont placés dans un réseau optique à une dimension, alignée selon la direction X. Et puis en exploitant la direction synthétique, on se retrouve, comme je l'ai dit, avec un système qui a une plus une dimension, c'est-à-dire un système fictif à 2 dimensions. Et en fait, il est relativement facile, avec ces systèmes à dimension synthétique, de reproduire les caractéristiques de l'effet Hall quantique. Et donc en particulier, en regardant la population au cours du temps dans les états internes 1, 2 et 3, on peut en fait observer des trajectoires qui rappellent la trajectoire des électrons dans l'effet Hall quantique le long des bords du système, c'est-à-dire des orbites cyclotrons évitées, si vous voulez. Et donc ceci est une image expérimentale tirée d'un article et d'une expérience réalisée à Florence, et il y a eu 2 expériences de ce type en 2015. Voilà, alors je voudrais terminer mon exposé en proposant cette slide qui est spécialement dédicacée à Thierry, parce que je m'attends, je suis content que ça fasse sourire Thierry, parce que à l'heure qu'il est, je pense que Thierry se pose la question suivante, et finalement les interactions dans tout ça. Et il a bien raison de se poser cette question, parce qu'en fait, dans tous les effets que j'ai présentés jusqu'ici, les interactions entre les particules, donc entre les atomes, si vous voulez, dans le cas des gaz quantiques, ne jouent en fait aucun rôle. Toute la topologie, en quelque sorte, intervient via ces couplages additionnels. Or, nous savons, via des travaux en physique du solide notamment, que combiner la topologie avec des interactions fortes permet en fait de générer des états dits fortement corrélés. Ce sont ceux qu'on retrouve dans l'effet Hall quantique fractionnaire et qui présentent des modes collectifs ou des excitations aux propriétés remarquables qui sont en fait les mêmes que celles décrites par Giulia dans son exposé, c'est-à-dire des excitations anioniques que l'on pourrait éventuellement utiliser pour faire du calcul quantique topologique. Et donc, j'aimerais juste finir cet exposé en vous décrivant là où on se trouve aujourd'hui. Donc, dans le contexte des atomes froids, eh bien, il est en fait relativement facile aujourd'hui de générer des états fortement corrélés, mais non topologiques. Comme représenté ici, l'idée est simplement de placer un gaz ultra froid dans un réseau optique et puis d'augmenter la hauteur de ce réseau, la hauteur de ces barrières, si vous voulez. Et en effet, pour une barrière suffisamment importante, donc pour une profondeur, si vous voulez, de ce réseau suffisamment importante, eh bien, les particules interagissent très fortement et le système entre dans une phase particulière appelée isolant de Mott, où chaque site est occupé par exactement un atome. Et donc cette phase est en effet une phase fortement corrélée parce que le fait que chaque site est occupé par un atome est vraiment un effet collectif. Les atomes, si vous voulez, s'organisent via l'interaction pour n'occuper qu'un seul site à la fois. D'accord ? Donc on sait comment réaliser ceci depuis 2002. Oui, c'est ça, 2002 environ.
Alors, qu'en est-il des états topologiques fortement corrélés ? Bien, on connaît les ingrédients à réaliser au laboratoire, et ces ingrédients ont été réalisés de façon indépendante, si vous voulez. Il faut générer des bandes topologiques, par exemple en utilisant ces réseaux secoués comme je l'ai expliqué il y a quelques instants, combiner donc ces bandes de Chern, par exemple, avec des interactions fortes. Et d'un point de vue théorique, on sait que ceci pourra donner des états corrélés intéressants, notamment ceux qui créeront ou donneront lieu à des excitations anioniques, mais à ce stade, aucune expérience a réussi à rentrer dans ce régime. Il y a toute une série de contraintes expérimentales qui empêchent la réalisation de ces phases pour le moment. Donc là, ici, à nouveau, je me réfère à cet article de revue où ces problèmes sont discutés. Et qu'en est-il de la photonique ? Eh bien ici, les challenges sont de deux types. D'une part, il faut créer des interactions fortes entre les photons. Les photons ont cette tendance à ne pas interagir les uns avec les autres, donc il faut générer de façon artificielle des interactions fortes entre les photons, ce qui peut se faire via la médiation, si vous voulez, via un atome ou une particule quantique placée dans une cavité où se trouveraient ces photons. À nouveau, je me réfère à cet article de revue pour plus de détails. Une autre contrainte, un autre challenge est de stabiliser ces phases photoniques fortement corrélées malgré les pertes importantes de photons. Donc ce sont des systèmes qui sont dissipatifs, beaucoup de pertes, et donc ce sont des systèmes qui sont hors d'équilibre, et donc c'est tout un challenge d'essayer de stabiliser ces phases topologiques fortement corrélées pour ces photons. Mais si on y arrive, ce sera évidemment fantastique, parce qu'on pourra rêver de faire du calcul quantique topologique comme décrit par Julia, non pas avec des électrons ou avec des fermions de Majorana, mais en manipulant des photons. Voilà, alors je vous laisse ici avec un petit peu de lecture, notamment cet article de revue que nous avons publié dans les comptes rendus de physique l'année passée. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Nathan pour ce beau plaidoyer pour la matière synthétique, atomes et photons. Bernard Castin a une question. Oui. Je voulais revenir un peu sur ce que vous avez signalé à la fin, ces dimensions artificielles en quelque sorte qu'on pouvait rajouter. Et il me semble quand même qu'il faut que les transitions soient toutes identiques, sinon c'est un milieu inhomogène dans lequel on se propage, une dimension inhomogène. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque ou la possibilité, suivant ce qu'on veut, de connecter le dernier et le premier et d'avoir plutôt des tubes que des rubans. Et vous parlez de risque dans ce cas-là ? Non, j'ai dit... Je verrais presque ça comme un avantage pour limiter les effets de bord, justement. Et donc, pour répondre à la première question, finalement, si le système est, disons, anisotrope ou inhomogène, ce n'est finalement pas trop important pour autant que cette anisotropie n'affecte pas la structure de bande du système. Donc, dans les situations qui ont été réalisées au laboratoire, par exemple, c'était le cas. Il y a effectivement des coefficients de Klepp-Jordan qui vont être associés à ces transitions. Ces transitions ne seront donc pas homogènes ou uniformes, si vous voulez, selon l'axe synthétique, mais on peut s'en sortir malgré ça. Et donc, pour revenir au second aspect, en fait, ce serait plutôt intéressant en fait, de créer des systèmes sur des tores ou sur des cylindres pour, par exemple, étudier par exemple, l'expérience de pensée de Laughlin, que vous connaissez peut-être, qui est une expérience qui décrit l'effet Hall quantique sur une géométrie de type Corbino, si vous voulez. On pourrait imaginer donc générer des conditions au bord périodique, si vous voulez, d'une façon synthétique pour étudier ce type de configuration. On pourrait même, et ça ce serait aussi un challenge, générer des rubans de Mobius par exemple, et donc étudier de la physique quantique sur des géométries à topologie complexe. Donc il y a des idées qui vont dans ce sens-là. Donc je verrais plutôt ça comme un avantage.